nous avons plaisir pour nous recevoir sous antenne non, professeur Ricardo Saint-Enfous, ancien représentant OEA et à Port-au-Prince, ancien envoyé spécial du président Lula et da Silva tout. À Port-au-Prince, professeur Saint-Enfous, bonjour, un plaisir de vous recevoir ce matin. Bonjour aux auditeurs, auditrices, bonjour à vous de Radio Magique. Je suis très content d'être à nouveau, après quelques années, à Port-au-Prince dans une situation difficile, mais je suis là et je suis très content d'être là. Et j'invite les auditeurs et auditrices à lire mon dernier livre qui aura son lancement samedi à la Pléiade de Pétionville. Tout à fait, bienvenue à Port-au-Prince. Et vous allez signer ce samedi et à la librairie La Pléiade à Pétionville, et écrit à contre-courant au fil du temps. Et ça c'est le premier rendez-vous avec l'ouvrage, mais mardi également à l'université Quisqueya, vous serez également en signature. Et j'avoue que j'ai reçu l'ouvrage hier, mais j'ai quand même pu parcourir quelques pages. J'ai cru comprendre que écrit à contre-courant au fil du temps, c'est une compilation d'articles que vous aviez écrits, ou des articles aussi qu'on a écrits à votre sujet, et sur Haïti de 2007 jusqu'à 2025, qui vous Saint-Enfous. Exactement. C'est un survol de tout ce que je fais sur Haïti, à part le livre que vous connaissez, que les auditeurs probablement le connaissent, sur le choléra, sur l'échec de l'aide internationale, sur les relations internationales, une vision du Sud, tous publiés par ces 3 éditions. Celui-ci est une espèce de bilan, une espèce de mémoire vivante, une espèce d'histoire vivante. C'est une réédition des contes aussi, parce que il y a, vous avez pu remarquer, il y a pas mal de sujets importants et actuels encore qui sont touchés. Quand on parle de la crise actuelle, je dois rappeler ce que j'ai écrit à l'époque pour la crise de 2004, mais également la crise électorale 2011, 2010, 2011, et je vois que le modèle haïtien de solution des crises est encore très vivace. Non, on voit avec la décision qui est maintenant apparemment tombée à l'eau de renvoyer le Premier ministre, a été appliquée en 2004 dans les échecs des négociations entre l'opposition et le président Aristide, mais également à la tentative du 28 novembre 2010 de destituer et d'envoyer en exil le président Préval. Donc le jour de la votation du premier tour de présidentiel. Donc je vois le modèle de solution des crises, c'est par la force, c'est pas par le dialogue. Et ça, c'est contre la politique. La politique, c'est vraiment le dialogue et c'est pas la force, n'est-ce pas? Donc je crois qu'il serait bon que les acteurs puissent se rendre compte que l'histoire est plein de renseignements, d'enseignements, des conseils pour ces situations qui a été vue aujourd'hui et qui a vécu, comme j'ai dit, en 2004, 2010, 2011. Cet ouvrage, il est destiné à qui? Aux Haïtiens et aux diplomates étrangers, à ceux qui voudraient diriger Haïti. Et à qui est adressé exactement cet ouvrage, professeur Saint-Enfous? Adressé quoi, que vous dites? Cet ouvrage. À tout le monde. À tout le monde, mais surtout aux politiciens haïtiens. En 2004, c'était, si vous suivez l'histoire, j'ai réécrit l'histoire de 2004 dans un article dans le livre qui paraît samedi, qui s'appelle L'histoire en 2004, où je raconte comment se sont déroulés les pourparlers à travers des médiateurs internationaux entre le 184, Gérard Pierre-Charles et d'autres, l'opposition, et le président Aristide. C'était un échec, c'était un désastre. Et l'opposition attendait prendre le pouvoir à partir du départ du président Aristide. Et ceux qui ont pris le pouvoir, c'était l'international, c'est la MINUSTAH, ce sont les Marines. Donc ils se sont trompés lourdement en 2004. En 2011, en 2010-2011, on voulait renvoyer le président Préval. Le président Préval élu au premier tour en 2006, sous la présence de l'international. Donc, un président démocratiquement élu.
pour faire de nouvelles élections, toujours la même rengaine. Écoutez, il faudrait revoir la question électorale vis-à-vis des partis politiques haïtiens. Tant qu'on ne résout pas cela, on aura toujours ce que j'appelle l'œuf du serpent qui débute justement dans ces crises électorales, dans ces crises politiques comme celle actuelle, et on laisse à l'écart les principaux intéressés par le destin d'Haïti, c'est le peuple. Le peuple est écarté, l'électeur est écarté. Et ça, je vois que c'est un enjeu très dangereux et ça fait 40 ans qu'on le joue, n'est-ce pas? Le 7 février va compléter 40 ans de transition en Haïti. Donc, je crois que c'est le moment de faire le bilan et de revoir la copie. Et dans la présentation de l'ouvrage, vous avez révélé que la plupart des articles qui sont disponibles, qui sont compilés et dans ce document, ils ont été publiés, mais ils ont été systématiquement occultés dans les revues de presse de l'Organisation des Nations Unies. Et pourquoi, selon vous, vos textes auraient été boycottés par l'ONU? J'arrive à cette conclusion parce que il y a une revue de presse, la presse parlée et écrite quotidienne en Haïti, qui trop souvent à mon goût, les écrits ne sont pas pris en compte. Et ils sont adressés à la communauté internationale. Mais je suis un homme qui a une expérience, qui a un parcours, qui a des livres écrits sur les organisations internationales, sur les relations internationales, sur le droit international, sur Haïti évidemment, et que je devrais être lu par les diplomates qui sont en poste en Haïti. C'est pour ça que ce n'est pas le cas. S'ils ne sont pas d'accord, c'est une autre paire de manches. Mais il faut qu'ils lisent les critiques et pas seulement les éloges. Au fond, Jean-Daniel et auditeurs, auditrices, j'ai raison parce qu'en 2010, j'ai parlé de l'échec de l'aide internationale. En 2010, tout le monde dit Ricardo, il délire, il n'est pas au courant des choses qu'on fait. Mais en 2020, lorsqu'il y a eu le 10e anniversaire du tremblement de terre, tout le monde était d'accord avec moi. Et aujourd'hui, tout le monde est d'accord qu'il y a un échec de l'international en Haïti. La situation est catastrophique en Haïti. Catastrophique, plus encore qu'en 2004. Donc, vous voyez, ça fait une vingtaine d'années qu'on est là. Et qu'on devrait se regarder devant un miroir et voir quelles sont les fautes commises. J'essaie d'être au service de la communauté internationale pour qu'elle fasse le moins possible d'erreurs en Haïti, pour qu'elle innove avec les erreurs. Parce qu'elle répète des erreurs du passé. Je ne dis pas que cette crise actuelle, l'attitude de la communauté internationale, a commencé par les États-Unis et le Canada, mais également suivi par l'Union européenne et les silences des autres, et se trompe. Je ne crois pas. Je crois que la forme est un peu brusque, je crois qu'elle est un peu cavalière. Mais, je crois qu'il faut qu'ils appellent à la raison les politiciens haïtiens. Donc, la catastrophe haïtienne est tellement profonde, tellement grande, qu'il n'y a pas seulement un père et une mère. Il y a beaucoup de responsables et les politiciens haïtiens le sont également. Est-ce que la compréhension du professeur Ricardo Settelfus de 2007 à 2025 d'Haïti est restée immuable et est-ce que votre compréhension du pays, de notre réalité sociopolitique, de notre complexité, est-ce que ça a évolué ou c'est resté la même et en 18 ans pour Settelfus au vu des événements, au vu des acteurs que vous aviez rencontrés et au fil des années? Je crois qu'en grande ligne, c'est resté la même. Par exemple, il y a une chose qui appelle, qui attire l'attention de tous, en tout cas la mienne, c'est le modèle de solution des crises, le modèle haïtien de solution des crises. Et c'est un modèle qui s'applique, parfois on a empêché qu'il puisse s'appliquer, mais qui s'applique tout au long de cette histoire. Et même la communauté internationale qui est venue pour
proposer un autre modèle démocratique, un modèle plus de dialogue. On parle toujours de dialogue, on parle toujours de reconstruire les institutions, mais même la communauté internationale arrive à un moment donné à adopter le modèle de force de solution des crises haïtiennes. Ce qu'elle fait essaye de faire en 2010, 2011, c'est qu'elle a dû faire à cause de l'intransigeance de l'opposition en 2004. Et voilà, je crois que c'est un modèle qui doit être dépassé par les acteurs haïtiens, qu'il faut qu'ils dialoguent, que les politiciens haïtiens. On a 266 partis politiques en Haïti. C'est impossible d'avoir la démocratie et d'avoir des institutions stables avec ça. Donc il faut une réforme des partis politiques. Donc il y a des choses permanentes. Et il y a également de choses qui changent, mais ne changent pas pour le meilleur, changent pour le pire, ça, avec le tremblement de terre, avec le gaspillage qui a été fait, avec les ONG qui ont pollué en Haïti, et que finalement le peuple est laissé de côté, et la reconstruction du pays. On parlait même en 2010 de la refondation d'Haïti, et j'étais aux orties, n'est-ce pas? Donc il faudrait revoir tout cela, et je suis quelqu'un qui j'ai pas besoin de vous dire que je suis très attaché à Haïti, mais également à la vérité historique et à la solution de ces problèmes. Je fais pas partie des problèmes. Ça. Je propose des solutions, une livre qui va être lancé samedi, à plein de suggestions, d'idées, de propositions, même le pacte de liberté et garantie démocratique, la rédaction du pacte est là-dedans. Donc voilà, j'essaie de faire mon travail d'amis de l'histoire, d'amis d'Haïti et d'amis de la vérité. On va laisser un peu de côté l'actualité de votre ouvrage et votre signature qui aura lieu ce samedi et celle qui aura lieu aussi et mardi à l'université Kiskia, mais avant d'aborder la conjoncture est-ce que vous avez pu comprendre qu'est-ce qui serait à la base de ce choc de compréhension et de ce problème d'alignement et au fil des années entre ce que souhaite la communauté internationale, ce que veut imposer certaines fois la communauté internationale et l'élite haïtienne dans toute sa composition et à la fois universitaire, intellectuelle et économique et politique, parce que on serait amené à comprendre que finalement c'est parce que ces deux blocs ne sont jamais sur la même longueur d'onde qui explique autant d'incompréhension et autant de chocs. Est-ce que vous avez des éléments d'explication et est-ce que vous avez une compréhension de cet état de fait et sur certaines choses? Oh, il y a plusieurs éléments, je crois qu'on pourra citer. D'abord, l'emplacement géographique d'Haïti, n'est-ce pas? Haïti est au cœur de la Caraïbe. Quelques enclavures de la base américaine de Guantanamo, très peu de kilomètres de la côte des États-Unis, a eu une histoire très mouvementée, très douloureuse avec son ex-métropole, qui a continué par la suite avec la question de la double dette. Enfin, ça, c'est l'emplacement géographique, l'histoire qui est très lourde, celle d'Haïti. Il est également lourde, je parle pas dans le sens négatif, je vais dire très importante. Haïti a été le phare qui a illuminé l'humanité au début du 19e siècle. Haïti, avec son évolution, avec son indépendance, a choqué beaucoup d'esprits parce que le monde n'était pas préparé pour cela, n'est-ce pas? Et Haïti a eu raison. Tout ce qui a été prôné en 1904 a été retrouvé dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et ensuite dans tout le processus de décolonisation africain et en Asie. Donc, mais a eu raison trop tôt. Le monde n'était pas préparé pour voir arriver Haïti comme il est arrivé à forceps dans le système international. Et le monde a isolé Haïti. Le monde a laissé Haïti de côté.
la pire des choses, je crois, dans un rapport, ce n'est pas l'haïr, c'est l'isoler, c'est le méconnaître, c'est ne pas l'identifier. C'est ça que le monde a fait avec Haïti. Haïti n'a jamais été permis d'avoir, par exemple, une flotte marchande pour exporter ses biens. Haïti était très, très riche à l'époque, malgré les destructions de la révolution, de l'indépendance. Mais pourquoi? Parce qu'on transporte les biens haïtiens à l'étranger? Non. Parce qu'avec le bien vient les idées. Les idées haïtiennes n'étaient pas révolutionnaires. Donc Haïti, c'est qu'on pourrait dire un point éloigné d'une courbe historique, n'est-ce pas? Haïti, berceau des droits humains, berceau des principes fondamentaux de l'homme. Et Haïti garde encore ça en mémoire. Je dirais que les intellectuels haïtiens, parfois, et même les politiciens, actuels, n'est-ce pas, vont puiser dans cette mémoire pour justifier les attitudes des uns et des autres, ou surtout de l'international. Je crois que c'est trop vite fait, mais il y a un poids historique très important. Donc Haïti, c'est pas n'importe qui. Haïti est pauvre, c'est le pays le plus pauvre des Amériques, un pays sous transfusion de l'aide internationale, mais Haïti a une histoire unique. Et donc, je crois que l'actualité ne fait pas justice à ce qui a été le passé haïtien, le passé révolutionnaire dans le sens de ces mouvements que je viens de mentionner. Donc, il y a toujours une espèce d'incompréhension entre le monde et Haïti. Et même l'Amérique latine s'est éloignée d'Haïti pendant 200 ans, n'est-ce pas? De 1804 à 2004. Et lorsque l'Amérique latine vient en Haïti en 2004, elle vient avec les militaires, n'est-ce pas? Donc voilà, Haïti est un point en dehors de la courbe historique. Et ceci complique beaucoup de choses, mais fait en sorte que nous, qui regardons et qui essayons de comprendre, soyons attirés par ce cas. C'est pas un cas unique, mais c'est un cas très spécial et que on voit bien que c'est une politique qui arrive à travers le temps, de laisser le peuple de côté des décisions, de ne pas avoir la démocratie, de ne pas proposer aux électeurs des candidats sérieux. Et la première victime, c'est là, on voit la misère rampante, on voit 40% de la population qui n'a pas assez à manger, on voit les désastres qu'il y a dans certaines villes, à commencer par Port-au-Prince. Donc voilà, tout ceci est le fruit d'une conjonction de l'histoire, de la politique, de la géographie. Il y a d'autres éléments que je traite dans le livre, n'est-ce pas, philosophiques, spirituels, religieux, anthropologiques, qui rentrent en ligne de compte. Mais Haïti n'est pas pour les amateurs, n'est pas un pays pour les amateurs, n'est pas un pays pour les débutants, n'est pas un pays pour ceux qui vont s'initier à quelque chose. Haïti, au contraire, c'est un pays très complexe, très difficile, très attirant et en même temps qui doit être pris avec beaucoup d'attention par ceux qui observent et ceux qui veulent agir sur la réalité. Aujourd'hui, l'actualité est marquée par la volonté de ce conseil présidentiel et de débarquer du gouvernement l'actuel Premier ministre Alex Dédé Fils-Aimé à seulement quelques semaines et sinon quelques jours de la fin de leur mandat qui expire le 7 février 2025. Et cette volonté, ce projet des conseils présidentiels et se heurte à l'opposition de la communauté internationale avec les États-Unis qui en tête qui ont sorti les grands moyens, l'artillerie lourde. Et pour s'opposer à ce projet, comment analysez-vous la position américaine de cette conjoncture et vous, sur certaines choses? Je crois qu'elle est claire, elle est objective, elle est brusque, elle est peu diplomatique. Mais là, c'est avantage d'être clair, n'est-ce pas? Parce que souvent, les États-Unis ont joué également, en suivant certains acteurs haïtiens, de double jeu, de triple jeu. Il y avait la face, il y avait la réalité, il y avait
Donc là, non, c'est pas une position très diplomatique, très courtoise, mais c'est une position claire. Ça, c'est l'avantage. Vous savez, cette histoire de sanctions, j'ai beaucoup de réserves vis-à-vis de cette sanction, parce que c'est qu'on pourrait appeler un droit international, ce qu'on appelle un droit international, un acte unilatéral d'un État. L'acte unilatéral, c'est un acte qui peut être dans les règles juridiques, mais peut ne pas l'être, n'est-ce pas? Donc, il ne faut pas chercher la légalité de ces sanctions dans le droit international. La seule sanction qui est dans le droit international sont celles émises par le Conseil de sécurité. Ceux qui sont sous la coupe du Conseil de sécurité sanctionnés, oui. À part cela, c'est acte unilatéral, donc acte politique de ceux qui prennent ces sanctions. Le Canada, l'Union européenne, la France, les États-Unis. L'Amérique latine est contre la prise de ces sanctions dehors du cadre juridique des Nations Unies, donc du Conseil de sécurité. Donc je ne veux pas aller plus loin que cela. Sauf dire que peut-être la raison essentielle de ne pas recourir au Conseil de sécurité, parce qu'il y a des votes contraires au Conseil de sécurité. Il y a des pays qui ne sont pas d'accord avec les sanctions, pas à cause de sanctionner, mais à cause de la géopolitique internationale. Et on voit la guerre de l'Ukraine, on voit la question du Gaza, on voit la Russie, on voit la Chine. Donc voilà, Haïti rentre dans un radar géopolitique internationale qui empêche que des sanctions soient prises d'une façon plus large dans le cadre du Conseil de sécurité. Donc, oui, allez-y. Oui, les États-Unis seraient motivés par quoi pour adopter cette ligne et que d'aucuns qualifieraient de dure et en Haïti? Qu'est-ce qui... Ils sont motivés parce qu'ils ont les moyens, n'est-ce pas? Ils ont les moyens de leur politique. Il faut faire très attention avec les pays qui sont très puissants, comme les États-Unis, parce qu'ils peuvent utiliser leur puissance à mauvais escient, n'est-ce pas? Donc, on a vu, il y a beaucoup d'épisodes, surtout dans la Caraïbe et en Amérique centrale, au long de l'histoire, l'utilisation de cette puissance. Dernièrement, au Venezuela. Donc, la motivation essentielle, c'est mettre au rang des politiciens haïtiens et faire en sorte, et ça, ils ont raison, faire en sorte que le 7 février, il y ait quelqu'un qui soit responsable à la tête de l'État haïtien. Parce que si on décapite le Premier ministre, le CPT s'en va, qui va répondre pour l'État, au sommet de l'État? Personne. Alors on va se dire non, il y aura une solution haïtienne de négociation. Mais on sait qu'est-ce que ça donne, une solution haïtienne. On va partager le pouvoir et on va de nouveau vers les transitions, encore une transition. C'est ça? Encore 2 ans de transition. On est à 40 ans pour faire des transitions. Haïti a renouvelé le concept de transition, mais également le concept de coup d'État, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est une transition? Soyons clairs. C'est un coup d'État déguisé. C'est un coup d'État qui n'ose pas dire son nom. Parce que ces gens qui sont dans la transition, sont responsables de la transition, ils sont là pour reculer, pour mieux sauter. Ils ne sautent jamais. C'est toujours la même chose. Donc, c'est un coup d'État déguisé de personnalités qui sont souvent très compétentes, mais qui n'ont pas été élues, qui ne sont pas responsables, qui n'ont pas de reddition de comptes. Donc, on se prépare à nouveau, selon ce que je vois arriver, que les Américains et que la communauté internationale ne veut pas, à une nouvelle transition sans que le peuple se prononce, sans que le peuple demande de comptes, sans qu'il y ait reddition de comptes, n'est-ce pas? Donc, c'est ça qu'on veut éviter. Et d'autre part, il y a la question de l'insécurité et qui paye les pots cassés? La population haïtienne, le peuple haïtien, les grandes villes comme Port-au-Prince, et qui finance tout cela? L'étranger, n'est-ce pas? Surtout les États-Unis. Après 2017, avec le départ des Nations Unies, le budget d'aide à la sécurité est essentiellement venu des forces des États-Unis, n'est-ce pas? Donc, les États-Unis sont préoccupés par ça et ils veulent avoir leur mot à dire en ce qui concerne l'avenir
immédiat du gouvernement haïtien. Je trouve cela absolument normal. Absolument normal. Si j'étais un responsable américain, peut-être je ne le ferais pas de la même façon, mais j'appellerais à la conscience et au nationalisme des Haïtiens pour qu'ils se mettent d'accord, qu'ils fassent une réunion et qu'ils arrondissent les angles et qu'il y ait un gouvernement de consensus national. Lors de la création du Conseil présidentiel de transition, on avait vu que la CARICOM était à l'œuvre et lors des élections de 2010, l'OEA était à l'œuvre. Mais aujourd'hui, on a l'impression que les États-Unis, ils prennent eux-mêmes en main. Et la crise haïtienne, est-ce que cela marque un changement d'approche, un changement de ton? Définitivement, le dossier d'Haïti n'est plus sous-traité par des instances régionales, c'est directement c'est directement traité par le département d'État, par les États-Unis. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Je crois que la déclaration récente des États-Unis, c'est celle du département d'État, c'est de la haute administration américaine. Mais après, ce qu'on va voir plus tard, si on commence à sérieusement organiser les élections, on aura la CARICOM, on aura l'aide technique de l'OEA. Donc voilà, je crois que ces instances seront au service de la démocratie et de la manifestation libre du peuple haïtien pour ses dirigeants, n'est-ce pas? Donc je ne crois pas que les Américains vont faire un protectorat d'Haïti, mais évidemment, s'ils laissent tomber Haïti, s'ils ne contribue plus au financement de forces de sécurité, on ne contribue plus avec de l'aide d'équipement à la PNH, on ne contribue plus pour régler la dette haïtienne, qu'est-ce qui va devenir Haïti? Qu'est-ce qui va devenir Haïti? Donc, je crois que c'est le contraire, mais chacun a son rôle. C'est ça, le rôle des États-Unis, c'est de financer, y avoir des directives politiques et claires, comme ils ont fait la semaine dernière, mais je crois que pour comme vous dites, la sous-traitance, ce sont les organisations régionales qui apporteront leur aide, comme ils ont essayé toujours d'apporter. Parfois pas très bon escient, n'est-ce pas? Parce que en 2010-2011, c'est l'OEA, c'est la CARICOM qui a truqué le résultat électoral, n'est-ce pas? Qui a permis à que cette crise naisse à ces moments-là avec l'attention de quelqu'un qui ne devrait pas être au deuxième tour. Voilà. Oui, on est arrivé aujourd'hui. Puisque les élections ne sont pas encore d'actualité, on n'est pas encore à cette phase. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que l'implication de ces structures régionales ne sont pas pour demain? Et si l'on tient au fait que aujourd'hui sur le terrain, il n'y a que les Américains qui donnent le ton et ils se sont opposés à la révocation du Premier ministre Alexis Desfiz-Aimé. Ils sont très impliqués dans la recherche de solutions sécuritaires. On ne voit pas l'OEA, on ne voit pas la CARICOM dans la recherche de solutions politiques. Et les États-Unis, on a l'impression qu'ils se préparent à imposer une solution politique à la crise. Et c'est pour ça que je vous ai signalé que est-ce qu'on peut dire que aujourd'hui le dossier d'Haïti est directement abordé et par les États-Unis et non par les structures régionales. Oui, mais il y a toujours une discussion au niveau régional. Mais l'OEA, c'est qu'elle est, n'est-ce pas? L'actuel secrétaire général qui se dit très haïtianologue, qui connaît bien Haïti, et ce n'est pas vrai. Il a proposé un plan de 3 milliards de dollars de reconstruction d'Haïti. C'est des balivernes. L'OEA n'est pas fait pour ça. L'OEA, c'est un espace de négociation diplomatique, point. C'est tout. Il est important qu'il existe parce que c'est mieux de négocier diplomatiquement quand il y a des litiges ou des conflits et qu'il prenne les armes, n'est-ce pas? Mais c'est tout. La CARICOM, c'est une organisation régionale où Haïti est intégré. Il y a son mot à dire qui a toujours été très intéressé par l'avenir d'Haïti. Mais c'est tout. Je crois que le fond de la pensée et de l'action en Haïti provient d'un certain nombre de pays amis ou de pays proches ou de pays intéressés par Haïti. Ce que j'appelais dans mes livres les tridents impériaux, États-Unis, Canada et France, mais également
on doit rajouter un certain nombre de pays d'Amérique latine qui jouent un rôle plus discret, mais également important, comme le Mexique, comme le Brésil, comme la Colombie, comme jadis fut le Venezuela avec Petro-Caribe, n'est-ce pas? C'est qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, vous avez un certain nombre, le Chili même. Donc, vous avez l'Amérique latine qui se rapproche, mais avec beaucoup d'attention pour ne pas commettre les mêmes erreurs que ces trois pays que j'ai mentionnés au début ont commis au long de l'histoire en Haïti. Professeur Setenfous, merci énormément de votre disponibilité. Rappelez-nous l'actualité de votre livre et vous serez en signature et samedi et mardi. Et donnez-nous tous les détails en ce qui concerne les votes signatures et de votre ouvrage, professeur. Oui, la signature se fera de 11h à 13h à la librairie La Pléiade à Pétionville, au complexe Promenade. Et je vous attends, parce que c'est un livre de mémoire vivante, d'histoire vivante, mais très actuel, et fait par quelqu'un qui ne mâche pas ses idées ni ses mots. J'essaie d'être très objectif. Je suis, avant d'être quoi que ce soit comme diplomate, je suis un professeur universitaire et je suis soumis à la recherche de la vérité, à la recherche d'une explication scientifique. Et mardi 3 février, à 10h à l'Université de Quisqueya, il y aura une table ronde sur la crise du multilatéralisme, et j'aurai le plaisir de partager une table avec le professeur Michel Soucard et avec Franz Duval, deux grandes personnalités intellectuelles très importantes dans la communication et dans les sciences historiques haïtiennes. Donc, la conférence, ça sera plutôt sur un livre qui pour moi est un livre qui a j'ai eu beaucoup de plaisir et d'aine et d'amour pour écrire ces articles tout au long de ces 18 années. Beaucoup d'envie de partager et de faire en sorte que les gens ouvrent les yeux, les gens qui décident, et qui maintenant sont tous réunis des articles scientifiques, des articles de presse, du nouvellisme, publié au nouvellisme, publié dans d'autres moyens de communication haïtiens et à l'étranger, dans le monde alternatif, international et américain. Et voilà, c'est une espèce de bilan. Et si vous permettez, je dirais que moi, je me regarde à travers ces articles, je vois comme moi-même, comme observateur, comme intéressé, je dirais même passionné d'Haïti, je me suis changé, je me suis transformé au long de cette marche, de cet apprentissage que j'ai eu et qui pour moi, ça m'a changé beaucoup également. Et le lecteur certainement va remarquer au long de sa lecture. Merci beaucoup, professeur Setenfous. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Merci, bonne journée. C'était le professeur Ricardo Setenfous qui a pour signature et dans le week-end dans la librairie La Pléiade.